Bonjour, je m'appelle François Tanguay, je suis pilote chez Air Canada et je suis formateur sur le A220 sur simulateur. Donc, si vous voyez juste à ma gauche ici, c'est un simulateur type maison. La majorité des gens, quand ils commencent dans l'industrie, commencent un peu avec quelque chose du type Flight Simulator. C'est vraiment la base, on apprend à voir si on aime vraiment le concept des avions. Et ça fait la même job que moi je fais quand je travaille dans un simulateur commercial. Le simulateur commercial, c'est un simulateur qui est exactement comme le vrai avion. Donc, tu n'as jamais piloté le vrai avion. Tu rentres là-dedans, le cockpit, la grandeur, tout est pareil. Dans cette formation-là, en simulateur, on simule les vents puissants, donc le vent de travers, on simule la turbulence, on simule surtout tout ce qui est visibilité. Et c'est sur des jacks hydrauliques qui montent environ une dizaine de pieds dans les airs, qui simulent à 100% le feeling de comment ça fait pour piloter le A220. Et à ce moment-là, ces simulateurs-là, c'est la vraie game. Ça va dans le 35-36 millions de dollars. On apprend toutes les manœuvres d'urgence, si on perd un moteur, si on est en feu, s'il faut arrêter directement au sol après un problème quelconque. Donc, c'est le but de la formation. Quand on se fait engager chez Air Canada, on choisit un avion ou on se fait dire sur quel avion on va piloter. Par la suite, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie théorique au sol qui dure peut-être une cinquantaine d'heures. Graduellement, on passe sur un modèle qui ressemble un peu plus à ça, avec ce qu'on appelle des touchscreens pour apprendre juste savoir comment les pitons sont. Ou quand j'ai commencé chez Air Canada, j'ai commencé sur le Embraer 190. J'étais premier officier. Par la suite, j'ai été commandant sur le Dash 8 ou le Q400 chez WestJet encore. Et j'ai piloté dans le Nord sur des avions ambulances et plusieurs autres petits avions dans le Nord. Écoutez, ça a commencé en 75. En 1975, mon père est venu au monde en face de l'aéroport. Lui, il aimait ça voir passer les avions, les petits avions. Il disait souvent, il dit, un jour, j'aurai une piste d'atterrissage en face de la maison. Ben là, il a pris les bulldozers puis il a commencé à bouler, à faire une piste d'atterrissage. Puis en 77, mon père a acheté la première petite avion, un petit Grumman American TR2. Il dit, on pourrait faire une business là-dedans, dans l'aviation. Il dit, avoir une école de pilotage, il n'y en a pas d'embauche. C'est beau, on a eu notre permis d'école de pilotage, mais là, ça prenait des étudiants. Fait que là, on a racheté un deuxième avion, un Cessna 172, un 4 passagers. Là, ça prenait un chef instructeur. Fait qu'il fallait des instructeurs. Il n'y en avait pas des chefs instructeurs de pilotage dans le coin. Il a fallu commencer par engager un gars de Montréal. Pour débuter, mais il fallait faire de la publicité. Alors, mon père faisait de la publicité dans les journaux locaux. Et puis là, à un moment donné, on avait des gens de partout de la Beauce. On en avait de Thetford Mines, Saint-Georges, Beauceville, Lac-Etchemin, Sainte-Marie. Puis là, ça prenait des avions. On n'avait pas assez d'avions. On était rendu même avec 3 avions en 80. Là, mon père, il dit... mon père avait rien à son épreuve. Il dit, on va devenir concessionnaire Cessna. Parce qu'on s'était informé un peu. Puis Cessna, c'est la marque populaire là, dans le temps. Les avions rentraient, là, ils rentraient à pelleter. On en avait 17 à un moment donné. Là, est arrivé en 83, 84, il y a eu la récession qui a commencé. Là, les taux d'intérêt ont monté, ça montait 15, 20 j'ai même vu 23 de taux d'intérêt. L'école est arrêtée de marcher, on n'avait plus d'étudiants. Puis là, en 86, c'est comme n'importe quelle compagnie, il y a toujours des hauts et des bas. Les taux n'étaient pas redescendus encore, ça fait que là, on a dit qu'il faut vendre ça, ces avions-là. Fait qu'on a vendu presque toutes les machines. On est resté avec 3 machines en 86. Alors, là, on recommençait quasiment à neuf, mais on avait de l'expérience. Puis là, j'ai commencé à faire du recrutement en France. J'ai fait des réunions là-bas dans des hôtels, dans des salles d'hôtel à Paris. J'étais même à Grenoble, j'étais à Montpellier. Et puis là, on s'est mis à avoir des étudiants. Mais là, en 89, les étudiants se sont mis à rentrer.
Puis on n'avait pas d'avion. On avait plus juste 3-4 machines. Avec là, mon père s'informe pour les enquêtes d'avion. Il s'en va à Oklahoma City, dans un encan. Il achète 6 machines. 6 Cessna 172. Et puis là, ça repartit. Ça a redécollé. Mais là, les Européens, ils arrivaient ici, il fallait les loger à quelque part. Ça fait que là, on a fait construire des petits motels. Mais là, aussi, au début, là, quand on a parlé de faire une compagnie d'aviation ici, une école de pilotage, c'est pas juste une personne, ça prenait pas juste un instructeur, là, ça prenait des mécanos, ça prenait un réceptionniste, ça prenait des gens pour s'occuper de la compagnie. Alors, nous autres, chez nous, on était 8 enfants. Alors, mon frère, le deuxième qui me suit, lui, c'est lui qui s'est occupé des motels. J'avais mon autre frère qui s'occupait de la machinerie, puis des tracteurs, puis tout ça. Puis j'avais ma sœur qui a parti une agence de voyage. Puis j'avais une autre sœur qui était réceptionniste ici. Puis j'avais Bruno, mon dernier frère, le quatrième des gars chez nous. Lui, il était intéressé par la mécanique. Donc, moi, j'ai commencé en 2007. Je restais à Calgary, en Alberta. Et je suis tombé comme par hasard. Je suis devenu agent de bord chez WestJet. J'ai fait ça pendant environ 1 an. J'aimais vraiment le lifestyle. Et les pilotes en avant m'ont invité. Ils m'ont dit « Hey, regarde ce qui se passe ici. Est-ce que ça pourrait être un choix de carrière pour toi? » On pensait que c'est pas accessible au commun des mortels. En fait, c'est vraiment pas le cas. Si on a la passion, si on est prêt à prendre le temps, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Pilote d'un jour dans un petit aéroport, faire du 172, monter ma carrière et présentement, ça fait environ 18 ans que je pilote. Mon premier vol solo, écoute, l'espèce de terreur qu'on a de dire finalement, tu regardes dans le siège à côté de toi, puis il n'y a pas personne, puis tu te dis, les radios, s'il arrive quelque chose, c'est juste moi. Mais en même temps, ça te donne la confiance que tu as besoin de dire, une fois que tu le mets au sol, je l'ai fait, puis ça te donne l'élan que tu as besoin pour le reste de ta carrière. J'ai toujours été habitué de piloter avec un volant. Là, le A220 a un joystick, donc ça prend un peu d'apprentissage. Une des choses qui est, je vous dirais, le plus dur avec les étudiants, c'est qu'on a ce qu'on appelle un HUD, un Heads-Up Display. C'est une espèce d'écran qui est projeté avec essentiellement toute notre information de base, mais devant nous. Mais ça donne énormément d'informations où des fois, on ne sait plus trop regarder. Donc, ça prend une petite phase d'apprentissage, mais c'est un outil qui est incroyable de se servir de ça tous les jours. L'avion pourrait probablement se voler sans pilote. Est-ce que je ferais confiance à ça en tant que passager? Absolument pas. On a tous des ordinateurs maison qui brisent. On a des chars autonomes qui brisent. Je pense que ça prend toujours 2 pilotes dans un avion au minimum. Je pense pas que je vais entrer dans un avion qui n'a pas 2 pilotes en avant. Présentement, je ne vais pas partir de fausses rumeurs, mais si jamais le A350 arrivait chez Air Canada, ça me ferait un plaisir énorme de piloter ça. Pour le moment, le 220 me plaît énormément. J'ai l'intention de rester plusieurs années. Mais si le A350 se présenterait, ça me ferait plaisir de piloter. À un moment donné, dans les années 83-84, c'est ça. Là, on avait beaucoup d'avions, puis on n'avait plus beaucoup de monde. Là, la région avait été épluchée pas mal. Pour les pilotes, là, on avait pas mal eu tous les gens qui pouvaient se former dans la région. Fait que là, on a commencé à faire des écoles satellites, comme on appelle. Alors, on a fait des écoles satellites. On en a fait à Thetford, on en a fait à Saint-Georges, on en a fait à Charlevoix, on en a fait même à Chibougamau, à Lebel-sur-Quévillon, à Maniwaki aussi. Alors ça, c'est des écoles satellites, c'est qu'on mettait un avion ou 2 avec un instructeur, puis ça prenait une dizaine d'étudiants. À un moment donné, en 2004, on a acheté un Cessna Grand Caravan. Là, j'appelle le directeur du service aérien gouvernemental à Québec. Je lui dis, on a un bel avion pour vous, mais c'est un monomoteur. Il dit, monsieur, on ne voyage pas dans monomoteur. J'ai dit, je vais vous voir à Québec, puis je voudrais embarquer votre personnel. J'ai de la place pour en embarquer 9. Fait que je départ avec l'avion, puis je m'en vais à Québec. Lui, il embarque son chef pilote, son directeur de maintenance, tout le monde embarque dans l'avion, puis là, je lui fais faire une ride. Puis, je les amène ici à l'aéroport à Saint-Védric. Puis là, il n'avait jamais venu à Saint-Védric, puis il ne savait pas que c'était ça. Alors, on fait visiter les hangars, les bureaux, puis tout ça. Je vais les reconduire. Je vais reconduire à Québec après ça. J'étais même pas revenu ici
quand la réceptionniste a dit « Service aérien vient d'appeler, ils t'ont booké un voyage de vol. » Alors, c'est là qu'on a commencé à transporter les ministres. Même chose pour Hydro-Québec. Hydro-Québec, on transportait les employés d'Hydro-Québec dans le Grand Nord. On a fait tout le Grand Nord aussi. Alors, on montait des vins de la construction. On a monté beaucoup de vins de la construction Saint-Georges-de-Beauce qu'on allait porter partout, que ce soit Powinettook, Inukjuak, Akulevic, Ivouivik, Kangirsuk, peu importe. On allait les porter, puis ensuite ça, on allait les chercher où on emmenait du matériel. Je me rappelle l'hiver, on emmenait de la peinture, parce que là, il fallait qu'ils peinturent, mais la peinture, il ne fallait pas qu'elle gèle. Puis il y avait Air Inuit qui faisait le tour, aller-retour, mais des fois, la peinture pouvait s'installer une semaine dans des entrepôts à moins 20. Ça fait que là, la peinture, on la montait nous autres mêmes. Et puis ça, c'est des anecdotes. On a transporté des explosifs aussi. Quand ils développaient quand ils faisaient les pistes dans le Nord, là, il y avait du cap. Et puis, ils faisaient sauter, ils faisaient dynamiter. Puis, on a transporté pendant des années et des années des explosifs avec les détonateurs des avions. On avait tous nos permis pour ça, le transport d'explosifs. On a fait du Hémo Québec aussi. En 92, on a débuté pour la SOP-feu, c'est-à-dire des avions de détection de feu. Et puis, on avait des bimoteurs aussi qu'on transportait le personnel de la SOP-feu. En plus des contrats, j'ai eu un contrat de 5 ans avec Air Canada aussi. Nous, comme pilote, il faut passer un examen médical à tous les 6 mois en haut de 40 ans. Puis à un moment donné, ça n'a pas passé. Je vois à Québec, j'arrive à l'hôpital Laval, puis il me passe les tests, puis tout ça, puis le docteur, il dit bon, ben c'est beau, il dit tu vas aller te rhabiller, puis attends-moi dans la salle d'attente, là, il dit je vais aller te voir. Ça fait que c'était un gars à peu près de 45 ans. Moi, j'en avais 60. Il arrive en bas, il s'en vient me voir. Il avait le dossier dans les mains, il dit, avec le jacket sur le dos, c'était au mois d'avril, il était prêt à partir, il était avec ma femme. Il dit, c'est que tu t'en vas de même. Pour arriver, il dit, je m'en vais chez nous. Il dit, jeune homme, si tu sors d'ici, t'es un gars mort. Je me rappellerai toujours de la phrase, jeune homme. Puis il était plus jeune que moi, pour mal. Là, j'ai dit, arrêtez de faire des jokes, là. Il dit, c'est quoi que ça a de l'air? Non, il dit, là, on t'hospitalise d'urgence tout de suite, puis on t'opère dès que possible. Ça fait que là, ils m'ont rentré à l'hôpital, puis 3 pontages. Puis là, quand tu sors de là, tu vaux pas cher la livre, là. Puis là, ça me trottait dans la tête. J'ai dit, non. J'ai dit, moi, je prends ma retraite, je vais à l'entreprise. L'entreprise allait très bien. Puis mon père m'avait toujours dit, lui, une entreprise, tu vends ça quand c'est rentable. Tu ne vends pas ça quand c'est à moitié en faillite. Mais justement, l'entreprise était très rentable. C'est là qu'on a décidé de vendre. Oh ben écoute, on est très fiers. On est très fiers de ce qu'on a fait. Et puis, c'était une histoire de famille. Et puis, c'est sûr qu'il y a eu des moments faciles et difficiles, mais on a toujours passé au travers. Et puis, on s'est toujours bien entendu. Puis, on a toujours eu des bons employés aussi. On avait une belle gang. On a toujours eu une belle gang.